Comme toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour Omar. Comment vous portez? Très bien. Alors merci d'être l'invité difficilement de notre émission à domicile. Oui, Après 3 rendez-vous manqués. c'est malheureusement c'est inhabituel. Je crois que non seulement j'ai fait partie des personnes les plus accessibles, et je suis de contact relativement facile. Il y a malheureusement un concours de circonstances que vous savez, lié à la préparation des assises nationales de notre parti. On a organisé 4 congrès, une conférence nationale et tout ce qui s'ensuit. Et il faut maintenant gérer ça. Et quand on est secrétaire général, malheureusement, c'est que la tâche commence avant, mais c'est surtout après. Alors, je suis désolé de n'avoir pas pu honorer cet engagement que j'avais pris. Merci beaucoup. Alors, parlons de votre parcours de HCR. Jusqu'à nos jours, vous avez été un bon administrateur selon votre curriculum vitae. Alors, dites-nous, la période HCR, comment vous avez géré ça au Niger? Bon, je ne sais pas, je vous laisse le libre choix de cette période-là et de ce que vous avez choisi à l'intérieur de mon parcours et qui semble vous intéresser sûrement le plus. Sinon, je crois que parler de mon parcours, c'est une histoire relativement longue. Le HCR est le résultat, comme vous le savez, de ce que le pays a connu et qui nous a conduit à la conférence nationale et à la dissolution de l'Assemblée nationale qui existait de la Deuxième République, dont j'en étais le secrétaire général. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, j'ai été requis en raison de mon expérience en matière de gestion institutionnelle et particulièrement parlementaire. Le Haut Conseil avait demandé que je puisse les assister pour qu'on puisse gérer ensemble la transition. Donc j'ai été conseiller technique du Haut Conseil de la République à cette qualité. Mais sinon, avant, j'étais le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a été dissoute par la conférence nationale souveraine. Alors, monsieur le secrétaire général, parlez-nous de cette assemblée qui était plus ou moins monocolore. Elle était monocolore en termes de représentation partisane, puisque tous les députés étaient issus du parti unique qui était le MNSD, parti État. Mais elle n'était pas monocolore dans sa représentation, parce que, souvenez-vous, à l'époque, la Société de développement, qui a donné naissance au parti État, était une organisation qui rassemblait toutes les composantes de la nation. Il y avait là les producteurs, agriculteurs, éleveurs et autres catégories professionnelles. Il y avait là des éleveurs, des agriculteurs. Il y avait là des militaires, des administrateurs, y compris des syndicalistes. Et toutes ces composantes étaient représentées au sein de l'institution parlementaire. Donc si c'est monocolore, cela ne veut pas dire qu'en tout cas les tendances étaient unifiées. Il y avait une grande diversité. Et croyez-moi, les témoins ils sont encore nombreux. Ils savent que les débats étaient riches et souvent houleux lorsqu'il s'agit de prendre un certain nombre de décisions, notamment dont l'intérêt concerne tout le monde. C'était une expérience, je crois, qui était nécessaire et qui était très utile. Surtout lorsqu'on compare à certains types de débats auxquels nous sommes exposés aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général, le HCR est un organe qui a connu beaucoup de crises en son sein. Le président André ne s'entendait pas à l'époque avec ses différents vice-présidents et aussi le premier ministre, chef Amadou. Comment cette crise vous l'avez gérée, puisqu'à un moment, l'État en son sein même était bicéphalisé?
Je crois que le ver était dans le fruit. Souvenez-vous également du processus qui avait conduit à l'élection des différentes personnalités devant animer la transition démocratique. D'une part, vous avez les représentants de l'État, de l'autre, vous avez les représentants des partis politiques, les représentants des associations et un certain nombre de personnalités dont la coloration n'était pas très bien connue. Et dès la mise en place du dispositif, un président de la République plus ou moins, j'allais dire neutralisé, apprivoisé, parce que débarrassé de l'essentiel des prérogatives reconnues à un président de la République, un premier ministre tout puissant, élu par la conférence nationale souveraine, et un président de parlement, donc de HCR, d'une chambre, même si elle était simplement consultative, mais qui avait quand même beaucoup de pouvoir puisqu'elle prenait des décisions, elle légiférait. Donc, ce n'était pas aussi facile dès le départ que les gens puissent, en tout cas en un temps record, se focaliser sur l'essentiel. Les antagonismes d'intérêt qui se sont manifestés à la conférence nationale se sont poursuivis parce que l'objectif était pour chacun de créer le meilleur positionnement, les conditions de meilleur positionnement pour la fin de la transition. Et l'essentiel des conflits qu'il y a eu, qu'il s'agisse à l'interne du gouvernement ou entre le gouvernement ou le HCR, étaient véritablement des conflits qui étaient profondément nés parce qu'il y avait la transition au bout du tunnel. Il y a eu des demi-crises, mais des vraies crises. Nous avons connu, surtout, à mon avis, parce que j'étais conseiller technique, 3 grandes crises. La première crise a été la reconnaissance de Taïwan. Ça a été un moment fort, extrêmement difficile, éprouvant, et pour les responsables, collectivement, et pour l'institution, et pour les personnalités qui l'animaient. Et je suis sûr que ceux qui ont vécu ça de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'exécutif, ils ont compris aussi qu'il y avait des problèmes. Parce que ce n'est pas passé facilement dans la mesure où ça a mené à une dichotomie, à une division des acteurs politiques et sociaux en 2 groupes. Ceux qui étaient pour Taïwan et ceux qui étaient contre Taïwan. Ça a été un moment difficile. Bien que les arguments mis en avant étaient l'accès à un certain nombre de possibilités, de ressources devant permettre de mieux gérer la transition, ça a été extrêmement difficile. Et la deuxième crise, à mon avis, majeure, a été la crise liée à la gestion d'un certain nombre de dossiers. Les institutions de la transition avaient hérité d'un certain nombre de dossiers, notamment des affaires militaires, c'est les affaires d'Ottawa, c'est l'assassinat, la mort de Sanis Nasudo. Il y avait un certain nombre de dossiers qu'il fallait vider. Nous sommes au Niger. Donc nous connaissons tous en termes d'affinité, en termes de relations et de réseaux. Je crois que là aussi ça a contribué à fragiliser et à rendre cette période extrêmement difficile de lors qu'il s'agit d'apprécier des dossiers qui touchent directement un certain nombre de personnalités. Ça a mené à des divisions qui sont quelquefois, je pense, qui ont eu des répercussions, en tout cas jusqu'à peut-être nos jours pour certains d'entre eux. La troisième crise a été la modification qui avait été tentée par le gouvernement de la disposition qui interdisait à un certain nombre de personnalités de se présenter aux élections qui devraient consacrer la fin de la transition. Ça a été là également difficile. D'autant plus que certaines des personnalités membres du HCR étaient impliquées, intéressées probablement à la modification de cette disposition de la charte qui régissait la transition. Et d'autres étaient farouchement hostiles à cette modification. Là également, ça a été une période de crise. Sinon, globalement, lorsque vous regardez le contexte de l'époque, c'est la période où le Nigérien
sans y être habitué, on commençait à connaître les mois sans fin parce que c'est des mois sans salaire. C'était une période où il y avait des difficultés au nord. Nous n'avions pas par le passé, depuis l'indépendance, connu une tension sécuritaire de cette ampleur. C'était la période où les impatiences des jeunes et des secteurs sociaux de façon générale, particulièrement des syndicats, étaient fortes. C'était aussi une période où il y avait dans l'environnement de notre pays un certain nombre de pays qui eux-mêmes rencontraient des difficultés. Et c'était une période de crise généralisée à l'échelle planétaire. À l'échelle planétaire. C'est la période qui a précédé, si vous vous rappelez, la dévaluation. C'était une période vraiment de haute crise. Globalement, je crois que le HCR, parce que sa première mission était d'assurer la transition de cette situation ante, c'est-à-dire de la période du régime militaire, à une période démocratique. Il ne fallait pas demander trop. Et je crois que la conférence nationale, comme d'aucuns l'ont dit, a doté la transition démocratique d'un cahier de surcharge. Pas d'un cahier de charge, mais d'un cahier de surcharge. À l'époque, on avait trop demandé. C'était trop demandé au HCR. Et c'était trop demandé à la transition. Je crois que les gens ont pu faire ce qu'ils peuvent. Malgré tout, nous avons abouti à la mise en place, en tout cas d'une assemblée, qui a été démocratiquement élue. Les résultats ont été acceptés. Et au finish, nous avons pu élire un président de la République avec les résultats que vous savez. Alors, M. le secrétaire général, le MNSD Nassara, un parti, je parle de MNSD Nassara, pas parti État, un parti dont vous avez participé à la création. Dites-nous aux premières heures, quelles étaient les grandes orientations de ce parti, qui pratiquement a remplacé le parti État? C'est-à-dire que en termes d'orientation fondamentale, vous n'avez pas une grande différence entre le parti État et le MNSD Nassara. Là, il faudrait aussi rappeler le contexte. Lorsque il fallait aller le 20 novembre 1990, une loi avait été proposée et votée qui consacrait le multipartisme au Niger. Sinon, la plupart des acteurs qui se sont retrouvés dans les différents partis qui ont pillon sur rue aujourd'hui étaient militants du parti État ou avaient contribué aux différentes réflexions qui ont conduit à asseoir les assises du parti État à travers la société de développement. Beaucoup étaient des acteurs bien connus. Mais du jour au lendemain où il y a eu le multipartisme, les gens se sont mis à créer leur propre structure. Et il fallait prendre une décision. Cette décision, quelle est-elle? Fallait-il liquider le MNSD parti État parce que décrié, ou alors fallait-il le conserver? Moi, j'ai fait partie des gens qui se sont battus pour dire non, nous n'allons pas nous régner. Nous allons extirper tout ce qui a un caractère fortement étatique des textes fondamentaux du parti État et nous allons le transformer en organisation politique à l'instar des autres organisations des autres partis politiques qui venaient de naître. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et nous avons créé le MNSD Nassara, mais sur les terreaux préparés par le parti État. Il n'y a pas eu de changement d'orientation fondamentale. Nous avons revu un certain nombre de politiques, nous avons revu un certain nombre de programmes, mais les orientations elles sont restées fondamentalement les mêmes, qui tournaient autour de 3 préoccupations. Et jusqu'à preuve du contraire, tous les partis gravitent autour de ça. La première préoccupation, c'était quoi? C'était l'unité nationale. Je ne pense pas qu'il y ait une formation politique qui aujourd'hui ne fonde pas son action et son programme sur la question de la consolidation et de l'approfondissement de l'unité nationale. La deuxième chose qui fondait l'orientation, c'est quoi?
c'était le constat de la prédominance du caractère fondamentalement rural de l'économie nigérienne et de la priorité qu'il fallait donner à ces secteurs. Aujourd'hui encore, je pense que cette donnée n'a pas changé. Vous prenez les programmes de tous les partis politiques, fondamentalement la priorité est donnée au secteur rural. Évidemment, avec des dosages différents, selon les types d'activités, selon l'approche spatiale que les gens mettent en avant. Mais fondamentalement, c'est ça. Troisièmement, il fallait créer les conditions pour que cette population qui est rurale, pour l'essentiel analphabète, enclavée dans un pays, je ne dirais pas immense, mais relativement grand sur le plan géographique, que nous puissions créer les conditions pour que chacun puisse accéder à la richesse nationale à peu près de la même manière, c'est-à-dire en réduisant les inégalités et les disparités. Voilà les options fondamentales du MNSD parti État, qui sont reprises pour l'essentiel, je dis bien, par le parti MNSD Nasara, et qui demeurent, et qui sont pratiquement les préoccupations de nous tous, et je crois que ces données-là sont encore d'actualité. En 1999, le MNSD a gagné les élections, le président Tanja au pouvoir. Vous avez été son directeur de cabinet. Oui. Alors, parlez-nous du président Tanja, l'homme politique Tanja Mamadou. Vous l'avez côtoyé? Beaucoup. Je l'ai beaucoup côtoyé. Disons que je peux même dire, sans risque de me tromper, que j'en étais complice. Vous savez, l'accession du MNSD Nasara n'a pas été une action facile. Le MNSD Nasara était parvenu en décembre 1999 aux affaires après avoir connu 3 échecs aux élections présidentielles. Après avoir connu une adversité que nul autre pareil n'a connue au Niger. Au sortir de la conférence nationale, le ministre de Nassara était seul. Méprisé, vilipendé. L'ARFEI Taïwan nous a approché de 2 autres formations politiques que vous me permettrez de taire le nom. C'est avec ces 2-là que nous sommes allés aux élections présidentielles. Je ne fouillerai pas dans la poubelle de l'histoire pour dire ce qui s'était passé. Mais soyez assurés que j'ai fait partie des gens qui ont les informations de cette époque. Pas seulement en raison de mon positionnement au HCR, où j'étais membre de la COSUPEL, qui était la commission de supervision et de contrôle des élections, mais en raison aussi du rôle que je jouais au sein de mon parti, le MNSD Nasara, en ma qualité de secrétaire à la formation politique. Et de mon parcours que vous avez rappelé, mais que vous avez traité à moitié en disant à l'Assemblée de l'UHR, parce que j'ai fait ce pays, il n'y a pas une région que je ne connais pas dans ce pays. Et Dieu merci, c'est la plus grande richesse que je garde de mon expérience et qui me sert aujourd'hui d'orientation et de boussole sur le plan politique. Donc je reviens à l'accession. Le MNSD avait accédé au pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons connu une opposition extrêmement rude. Et nous sommes venus au pouvoir. Moi, je faisais partie des personnalités qui avaient été cooptées par les partis pour animer la transition qui avait précédé l'accession du MNSD Nasara au pouvoir. J'étais ministre de la Santé publique. Et le président de la République a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne en me demandant de l'aider à démarrer son cabinet. C'était la période où on avait 11, 10, 12, 13 mois d'arriérés de salaire. C'était une période difficile. Et je crois que le MNSD a joué le rôle à travers le président de la République. Le président Tanja a eu cette chance que beaucoup d'entre nous n'ont pas eue. Laquelle? C'est d'avoir d'abord été un soldat.
avant d'être un homme politique. Et ça, c'est très important. Lorsque vous ne connaissez pas votre pays, lorsque vous avez une connaissance superficielle de ses réalités et de ses composantes, géographiques, spéciales et économiques, lorsque certaines difficultés, vous ne les avez pas vécues vous-même, mais elles vous ont été rapportées, il y a souvent des risques que vous soyez insuffisamment préparé à l'exercice des fonctions d'État, et particulièrement des hautes fonctions d'État. Je l'ai dit avec force, parce que je sais de quoi je parle. Et vous avez vu en un temps record, les 6 premiers mois, nous avons pu occuper tous les espaces dévolus au pouvoir d'État. Et en 2 ans, je crois que l'essentiel des voyants était déjà revenu au rouge. Depuis, les gens sont en train de rouler sur cette autoroute. Et ça, c'est une des grandes qualités. Il faut savoir commander. Et pour savoir commander, il faut savoir écouter. Et après avoir écouté, il faut savoir décider. Alors, Monsieur le ministre, la crise au sein du MNSD qui a commencé à un niveau où tous les grands cadres, anciens membres du parti, étaient confrontés à un problème. Avec le président Tanja, Hamamoud qui était le secrétaire général à l'époque, tout puissant premier ministre aussi, il fallait le rappeler. Wassalike Boukari en tout cas, avait eu des sérieux problèmes avec le parti qui a finalement quitté. Al-Mustafa a été mis au garage par rapport à la question de la francophonie. Et vous-même, à un moment, vous avez des problèmes avec Hamamoud. Qu'est-ce qui explique cette opposition? Est-ce que c'était le cerveau du parti qu'il fallait égarer pour que lui il puisse continuer à garder, en tout cas, les charges du parti? Même si aujourd'hui vous êtes ensemble. Je crois que dans la vie des institutions et des organisations, tout à l'heure j'avais rappelé à travers l'épisode de transition, première transition démocratique, les difficultés qu'il y a eu entre les différentes institutions chargées de l'animation de cette période. Je crois que nous n'avons pas pu échapper. Nous n'avons pas pu échapper à ce même phénomène. Ce phénomène, lorsque vous êtes dans une situation de combat, où quelquefois c'est votre quotidien, c'est votre vie qui est en danger, le compagnonnage se fait facilement. Les mécanismes de solidarité, d'entraide et de compréhension se développent et s'exercent avec beaucoup plus de facilité. Par essence, le pouvoir divise. Par essence. C'est dans tous les systèmes. À travers toutes les épreuves. Non, je vais vous répondre à la question de façon précise. Je suis bien connu par rapport à cette question et j'ai eu à m'exprimer, peut-être pas assez, mais puisque vous m'en donnez l'occasion. Je crois que les gens, nous avons commis des erreurs. Et ces erreurs n'ont pas fini de produire leur effet. Jusqu'à présent. Lorsque quelquefois, après la traversée, on s'assoit, on oublie d'où on vient. Et ça nous est arrivé. Lorsque nous avons conquis le pouvoir d'État et que nous avons commencé à l'exercer, très tôt certains ont commencé à regarder loin. C'est-à-dire pas nous qui sommes là, est-ce que chacun est dans la locomotive, mais ils sont, parce qu'ils sont sûrs qu'ils sont dans la locomotive, ils sont en train de regarder le wagon qui est devant. Alors même que ceux-ci-là, ceux qui ont le plus trimé, qui ont le plus lutté pour faire en sorte que le parti soit au pouvoir, peut-être n'avaient même pas bénéficié de la moindre considération. Je constate avec regret que nous ne sommes pas les seuls à commettre cette erreur. Les compagnons, il faut les considérer comme tels et faire en sorte que toujours ils puissent traiter avec un certain égard. Deuxième erreur. Je pense que très tôt, les gens ont commencé à céder à une certaine faiblesse qui est typiquement nigérienne. Ce sont ce qu'on est en train d'appeler la parents, amis ou connaissances. Lorsque dans un parti,
vous subordonnez le militantisme, le mérite politique à des considérations superficielles, épidermiques, subjectives, vous cassez le fil de l'action et de la direction politique. Vous êtes en train de dire qu'à ce moment-là, j'ai dit, a connu parce que simplement il y avait une certaine... C'est des réalités, c'est de l'histoire. Ça n'a pas manqué. Et très tôt, j'ai fait partie des gens qui ont fait la déclaration du 12 mai 2001. Et j'étais directeur de cabinet, s'il vous plaît. Ministre, directeur de cabinet. J'étais un des premiers personnages de l'État. Mais au vu de ceux qui profilaient à l'horizon, nous avons fait une déclaration publique. Pour dire, attention, il y a des principes et des règles à respecter quand on est à la direction de l'État. Nous ne sommes pas venus ex nihilo, nous avons tous été amenés là où nous sommes, du président de la République au sous-préfet, par le parti. Et nous avons une première obligation, c'est vis-à-vis du parti. Une deuxième obligation vis-à-vis du militant. Une troisième obligation vis-à-vis de nos engagements politiques, c'est-à-dire vis-à-vis du pays. Lorsque on ne cherche pas à concilier de façon acceptable ces impératifs, mais on déraille. Et quand on déraille, il est tout à fait normal que certaines choses arrivent. Monsieur le ministre, vous reconnaissez aujourd'hui que le MNSD, les premières crises, c'était un problème de leadership. Je ne sais pas s'il faut appeler ça, j'appellerais ça beaucoup plus de la bêtise. Autour, si certains grands militants existaient et continuaient avec leur gabarit, Hamamoud n'allait pas se positionner. Voilà la réalité aujourd'hui. Pour se positionner pour être quoi? Il était déjà, avant de venir au pouvoir, il était SG. Il était SG. La bagarre de Tillabéri, tous les cas de Tillabéri, notamment le professeur Hamidou Sékou et ceux dont j'ai eu à citer ici. Mais quand vous allez regarder, vous allez voir que pendant cette période, je n'ai pas peur des mots. Je suis bien connu quand je parle. Mais vous tournez... Attendez, non, je ne tourne pas. Lui-même, Hama, a été victime de cette situation. Mais... regardez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années qu'on ait pu écarter? Mais avant qu'il oui, mais j'ai dit qu'il a été manipulé. Il a été manipulé. Nous qu'on avait considéré, vous l'avez dit, nous qu'on avait considéré comme étant, pas adversaire, mais ennemi, parce que ça a été dit dans une déclaration publique. Voulu vous exclure, oui, mais ce n'est pas un problème. Mais il s'est rendu compte que c'est lui qui s'est trompé et non pas moi. Il vit. L'histoire vous donne raison. Oh, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire une des meilleures équipes. Alors, et parce que nous nous sommes finalement compris. Et qu'il a compris qu'il a été manipulé. Je n'ai pas quitté. Je n'ai pas quitté Tanja. Je suis avec le président Tanja. Le président, non. Vous l'avez quitté le MNSD? Oui, j'ai été exclu. Vous l'avez dit. J'ai été exclu par le MNSD. Par ceux-là même qui ont manipulé Hama et qui, à un certain moment donné, l'ont amené, l'ont mis en conflit avec moi. Je ne charge personne. Je dis les faits. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. J'ai dit, les gens là, ils sont connus. Moi, je ne vais pas vous donner des noms. Les faits sont là, c'est des gens, j'ai été chassé. S'il vous plaît, les documents existent où une lettre a été faite pour m'exclure du bureau politique national, alors même que j'ai été élu par ma base. Ce document existe. Toutes les difficultés que j'ai traversées. Donc, on dit que vous avez trahi Tanja? Non, moi, je n'ai pas l'âme d'un traître et je ne trahirai jamais. Faites-moi confiance et par éducation et par conviction. Suivez mon parcours. Mais c'est quoi la différence entre un homme et un animal? La raison. Je crois que
il faut d'abord mettre ça dans un contexte de l'époque et également se dire qu'à chaque fois que vous avez une institution dans sa marche en avant, elle connaît et elle connaîtra toujours des difficultés. Mais je ne pense pas fondamentalement que notre crise, c'est une crise de nature particulière. Parce que c'était beaucoup plus fondé sur des a priori que sur des divergences politiques de fond. Parce que ça préexistait au gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale n'a été qu'un catalyseur. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait lié. Ce n'est pas tout à fait lié. Il y avait des petits problèmes qui étaient liés au comportement beaucoup plus des hommes, à la nécessité de créer une communauté, non seulement d'idéaux, mais une communauté de vie. Et dans la communauté de vie, ça ne sert à rien de venir mettre en avant des grandes théories. Nous avons créé une organisation politique. Cela suppose le respect d'un certain nombre de principes et de règles. Mais il y en a qui ne l'ont pas compris comme tel. Qui pensaient que venir à un parti, quand on vient, on n'arrondit pas ses propres principes et ses propres règles pour s'adapter à ce à quoi nous avons décidé d'adhérer. Lorsque vous l'acceptez, vous allez être tolérant, vous allez être solidaire et vous allez être ouvert et accepter les idées des autres de manière à ce qu'elles puissent être gérées uniquement par les débats et non pas par la culture des intrigues et d'autres comportements sociaux qui conduisent à des travers malsains. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui vous avez remplacé Omar Hamidou Tchana. Je ne l'ai pas remplacé. Il était le secrétaire général à l'époque. Non, on ne remplace pas. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai succédé. D'accord, vous l'avez succédé. J'ai succédé parce qu'on n'est pas comparable. On ne peut pas faire cette comparaison. Alors, non. Je crois que cette exclusion, si vous avez suivi en tout cas l'approche qui a été celle de Lumana tout à l'heure, vous avez dit effectivement que nous avons pu gérer de façon acceptable cette période de crise. En tout cas, la façon moins mal possible. Nous n'avons pas exclu. Non. Nous sommes en face d'une situation où les gens se sont auto-exclus. Les divergences... Non, il faut qu'on soit suffisamment clair parce que ça touche à des questions de personnes. absolument. Et comme nous sommes au Niger, il n'y a que ça qui reste. L'essentiel, là, on l'oublie. Non, un tel a fait à un tel et puis on prend ça, on l'amène au marché de Wadata et on en fait un fonds de commerce. Non, il y a eu une divergence de fond qui a servi de catalyseur et qui a créé deux positions. La position majoritaire, tout à l'heure j'ai dit, quand vous adhérez, c'est à dessein que je dis, quand vous adhérez à une organisation qui a des principes et des règles, vous vous soumettez tous à ça. Mais lorsque vous venez, vous-même vous êtes présent, que vous ayez voté ou pas, la décision a été prise en votre présence, avec vous, la majorité s'est dégagée. Si nous y croyons, si nous sommes encore membres de cette organisation, on y adhère et on fait le travail à l'intérieur de manière à ce que peut-être plus tard, votre point de vue puisse prévaloir. C'est l'attitude politique. Autrement, c'est vous qui vous excluez, personne ne vous exclut. Nous avons simplement constaté que les camarades ont pris une direction qui n'était pas celle, en tout cas choisie, qui est la ligne dominante du parti. Mieux, lorsque nous sommes partis au congrès extraordinaire, nous avons pris une résolution numéro 05
où nous avons dit tous ces gens-là, ils ont le pardon du Congrès, donc du parti, à condition... Ils peuvent revenir, hein. Ah oui, à condition... Attendez. À condition qu'ils viennent se repentir à leur base, mais que également qu'ils acceptent dans un délai d'1 mois de regagner les rangs. Monsieur le ministre, Mais ça, c'est le 5 avril. à ce niveau, ça a C'est le été 5 clair. avril 2014. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2014. Qui parmi eux a fait ce qu'a demandé le parti à travers son congrès? Je crois qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Nous en tenons à la déclaration. C'est qui... commune. Non. Vous êtes en train de me citer des personnes alors que nous évoluons à l'intérieur d'une institution. Mais on parle d'une coordination, Oui, mais la coordination, c'est laquelle? celle de Niamey. Qui a la légitimité pour parler au nom de cette organisation? À qui l'instance compétente a donné le mandat pour aller dire ce qui a été dit? Il y a des individualités qui se sont exprimées. Et cela aussi procède, c'est dommage que ça ait débordé les murs de Lumana pour que ça soit porté ailleurs. Et nous l'avons condamné. Et nous avons sévi. Et nous avons rappelé chacun à l'ordre. Le débat... Mais la crise n'est pas à sa fin. Oui, mais elle sera à sa fin. Non, ça Elle n'est pas à sa fin. c'est un épiphénomène et bientôt vous constaterez que nous avons Les réglé leaders cette font question. état de Il va perdre quoi? son poste de coordinateur. Non. Ça, c'est lui qui vous l'a dit, il est sous-informé. Et il a été démarché. Vous savez- Il a été démarché par d'autres partis politiques. Vous savez, nous sommes à Niamey. Moi, on vous a dit que je n'ai pas été démarché. Lui qui est là, on vous a dit qu'il n'a pas été démarché. Nous avons tous été démarchés. Mais entre démarcher et partir adhérer à une autre formation politique, il y a tout un océan. Mais comme vous êtes un homme du Sahel, il y a tout un désert à ne pas traverser. Pourquoi? Moi, je ne fais pas partie des gens qui regrettent. Moi, je suis un agent de développement, je suis un planificateur. Je ne suis pas de ceux qui viennent poser des actes. Si je me trouve dans une position d'erreur, je pense que je me dois de l'assumer. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je ne suis pas aussi quelqu'un qui est hostile au MNSD Nassara. Alors, Et les militants du MNSD Nassara le savent. c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes ensemble, c'est de Non. Monsieur le Même lorsqu'on n'était pas ensemble, j'ai été le directeur des campagnes de Lumana. Pendant une période où j'ai observé des comportements hostiles venant de l'intérieur du parti MNSD Nassara. À un moment, les Attendez. militants ne veulent même pas cohabiter sur le même toit que le MNSD. Attendez, est-ce qu'ils vous l'ont dit? Oui, en tout cas, ils n'ont pas manifesté manifesté. sur le terrain. Où? Monsieur le ministre. Non. Nous, en tant qu'homme de médias observateurs, on a Vous avez vu quoi? Ils vous ont dit qu'ils ne veulent pas cohabiter? l'intolérance. Non, pas venant de Lumana. Pas de Lumana. Personne. J'ai dit, y compris les gens de la presse. Moi, je peux vous Au apporter défi, des preuves. non, au défi où vous avez entendu un leader. Il y a des comportements militants qui sont marginaux. Un responsable de Lumana s'en prendre ouvertement à un parti politique. Monsieur le Ça n'a pas ministre, été notre ligne. Monsieur le ministre, ce n'est pas le cas de certains de vos responsables. Non, c'est lesquels responsables? Mais continuons. Comme ce sont des responsables peut-être que vous connaissez mieux que moi. Peut-être que c'est parmi ceux-là qui sont partis. Nous n'avons même pas nous pensé à ça. Mais il faut y penser.
On pense aux élections. Bientôt, c'est 2015. L'autre jour, il y a un de vos confrères qui m'a posé la question. Je lui ai dit que Mandela avait été condamné à mort. Mais ne comparez pas Attendez, Mandela, pourquoi? au Niger. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons affaire à des hommes politiques. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. Mais il a été condamné à la peine de mort. Il a passé 27 ans de cachot. Il a quitté. Il est venu. C'est de chez lui qu'il a été élu président de la République. Il a exercé un mandat, il dit non, alhamdoulilah, ça suffit. Je crois que ramener le débat politique autour des personnes, ça même, ça fait partie des débats qui ont traversé le MNSD en 2007, en 2008 et 2009. Ramener le débat politique autour d'un individu, lorsque vous avez une organisation politique qui a des idéaux, des principes auxquels on croit, auxquels tout le monde croit, lorsque vous avez un programme politique qui est porteur comme celui de Lumana, je pense que vous dénaturez l'approche. Eh bien, nous sommes acteurs politiques. Quand on nous y invite, on n'hésite pas à esquisser quelque part de danse. On nous a invités en pré-campagne. Là aussi, nous sommes prêts à démontrer que nous savons au moins esquisser les premiers pas. En 2016, Inch'Allah, Lumana sera présent à toutes les élections. Et nous allons démontrer... Avec quel candidat? Que ça sera en tout cas, c'est un candidat de Lumana, c'est lui que les militants de Lumana à qui ils confieront le flambeau, il le tiendra haut et soyez-en assurés, il sortira victorieux. Inch'Allah. Comme toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile.